Isabelle Maréchal. Aussi pertinente que touchante. Mon invité, Étienne Boulay, un battant dont le parcours a été documenté dans un livre que j'ai ressorti de ma bibliothèque, un livre qui date de 2017-2018. Oui, en fait, exact. Étienne, merci d'être là. Ben, merci de l'invitation. Tu venais de boucler un grand chapitre de ta vie. Oui, j'avais, je pense, complété ma première année de sobriété à ce moment-là quand on a lancé le livre, ou peut-être quelques mois plus tard, là, avec Marc-André Chabot, mon acolyte qui m'a suivi, Marc-André qui est l'auteur, mais qui m'a connu dans mes belles années, puis dans les années plus difficiles. À l'époque. Oui, exact, au testeur, qui c'est le réalisateur des testeurs. Fait que ça allait de soi, puis il y a une plume extraordinaire. Fait que c'est ça s'écrit comme un roman avec un personnage, toi, qui a une vie incroyable. Parce que je voulais pas l'écrire au jeu, la biographie, puis je trouve ça, parler de moi-même, je trouvais ça spécial. J'aimais mieux que quelqu'un le raconte, puis je trouvais que ça allait être peut-être plus objectif aussi, fait que, parce qu'il connaît des histoires, là, puis on s'est obstiné des fois, je voulais pas que certains passages soient là-dedans. Puis finalement, on l'a mis. Quand tu regardes, tu as 41 ans aujourd'hui, 4 enfants, une vie où, puis ça, comment je lisais que dès l'âge de 4 ans, tu courais avec ta mère. Ta mère, elle faisait courir, elle disait « Cours, Étienne, cours! » Elle me lançait une balle comme pour aller la ramener, là. C'est ça, comme un chien. Donc, t'étais né pour faire ce métier de joueur de football que tu as fait avec les plus grands éclats, mérites et 3 coupes Grey. Tu sais, t'as atteint le but que, tout je pense que je suis allé le plus atteint. loin que je pouvais avec le talent que j'avais, là, avec les aptitudes que j'avais, mais... Et quand tu regardes ça, qu'est-ce que tu retiens? Ben c'est drôle parce que je suis encore proche des Alouettes, super fier de voir la saison qu'ils connaissent. Non seulement cette année, mais l'année dernière, remporter la Coupe Grey, l'opportunité cette année de peut-être répéter l'exploit comme on l'avait fait en 2009-2010. Puis des fois, ça me replonge évidemment moi dans mes souvenirs de foot. Puis il y a une partie de moi, des fois, je trouve que c'est tellement loin derrière. On dirait qu'il y a une vie au complet qui s'est passée depuis la retraite. Que des fois, ça me fait sourire de me dire « Hey, c'est vrai, j'ai déjà fait ça. » Tu me disais, tu as même voulu acheter les Alouettes. Oui, ça a été... En fait, tout ce qui se passe présentement, je m'épanouis dans plein de domaines. Puis je suis privilégié. Mais ça a commencé en 2018. Un ami à moi qui m'appelle et dit « Tu sais, les Alouettes ont de la difficulté. L'équipe avait été prise sous tutelle par la Ligue. Qu'est-ce que tu en penses si on rassemble un groupe puis on redonne à Montréal l'équipe qui mérite. » Fait qu'on est parti là-dedans. Puis pendant 6-7 mois, à coup de meeting avec le commissaire Randy Ambrosie, puis ses acolytes, puis les miens. Puis finalement, on l'a pas eu le bid. Mais ça a quand même réveillé, puis c'était une bonne affaire. Là, ceci étant dit. Puis là, Dieu sait que l'équipe est en bonne main avec Pierre Calpelado. Oh non. Puis c'est la meilleure chose, Pierre Calpelado, ce qui pouvait arriver pour l'équipe. Mais ça prend de l'argent, puis ça prend un écosystème aussi. Puis c'est ça qui est extraordinaire. Puis on voit à quel point ça paraît... c'est niaiseux, mais le ownership, le propriétaire, va vraiment permettre aux joueurs de se concentrer sur ce qu'ils font de mieux, puis c'est jouer au football. Ils n'ont pas à s'en faire avec autre chose. Mais pour moi, ça a été la petite étincelle de me dire, Colin, je pense que j'aimerais ça dans la vie, pouvoir être propriétaire d'une équipe de foot ou me lancer en affaires. Puis ça m'a permis de rêver grand, puis de poser les bonnes questions au bon monde, puis d'avancer dans ce sens-là. Et c'est là, et l'idée, parce que tu es derrière la marque Atypique, une autre marque également que tu as lancée. Oui, une autre marque de breuvage s'appelle Be High. Be High. Qui est essentiellement un Gatorade québécois, mais santé. Et Atypique, d'ailleurs, je dois te dire que j'adore ton mojito. Ah oui? Mais, merci. Sincèrement, oui. Et parce que je me fais comme on devrait tous se faire des moments sans alcool, mais avec un petit goût de mojito, on n'aille pas ça. On truc l'esprit un peu. Là. Exactement. Et souvent, je trouve que les produits sont trop gazéifiés. Ouais. Mais sincèrement, écoute, vu que tu es là, je vais te le dire. Je voulais t'appeler pour te le dire. Ah, t'es bien vite, mais je l'apprécie beaucoup. Mais sincèrement, je trouve qu'il est bien, il y a un bel équilibre. Le vôtre. T'es très impliqué encore, mais tu as vendu. Oui, on est rendu dans le portfolio de Keurig Dr Pepper. Parce que, on a Est-ce que ça s'appelle passer au cash, ça? C'est-à-dire de la bonne façon? T'es passé à la banque? La vie est bonne. Ouais. La vie est bonne. Ça veut dire ça a été payant? Je veux pas trop... j'ai signé des papiers, Isabelle, mais puis je suis encore très, très impliqué dans la marque. Ouais. Puis, de quelle façon? Au niveau, évidemment, marketing, mais au niveau du développement aussi. Puis j'essaie... Ma force en affaires... Je suis pas un gars qui est bon dans grand-chose. On s'entend, là. Je pense que je suis un généraliste. Mais en fait,
je suis un généraliste. C'est-à-dire que je suis pas un expert dans grand-chose. Peut-être je me suis mal exprimé. OK, parce que là... Mais mon trip, c'est, bon, comment est-ce que je peux crédibiliser cette marque-là? Comment est-ce que je peux trouver des partenariats qui sont... qui ont un fit naturel, qui va être un win-win des deux côtés, qui sont sincères puis qui vont permettre à la marque de croître. Puis c'est ça que j'aime faire. Fait que, mais c'est toi qui avais appelé Keurig ou c'est eux qui t'ont appelé? On a, mon partenaire et moi, Jonathan Robin, à Saint-Hyacinthe, réalisé après 1 an que c'était la folie furieuse pour notre produit. Puis la manière, tu te regardes dans le miroir, puis avec humilité, tu te dis, bon, l'opportunité est là, puis notre capacité de production est pas à la même place. C'est ça. C'est Keurig Dr Pepper, donc ils sont habitués de faire des boissons aussi. C'est ça, ils en ont vu d'autres. Fait qu'on on a lancé une espèce d'appel de regarde, on aurait besoin d'une entreprise grand frère, grande sœur pour nous permettre de croître. Puis il y a eu 2 entreprises qui se sont manifestées, puis on a choisi de continuer les discussions avec Keurig Dr Pepper parce que pour plein de raisons, Olivier Lemire, le CEO québécois, il y avait un fit. La maison mère est à Montréal, fait que le fit était super bon. Là. Ouais. Et ça a été comme ta première vraie expérience d'entrepreneuriat, tu dirais? Oui, puis ça a été... et qui t'a amené aujourd'hui à retrouver à la fois ta passion pour le football, parce que là, ton gros projet, c'est une équipe à Nice. Mais c'est une équipe de hockey. Oui, c'est ça. Pour le sport, pour ta passion pour le sport. Mais là, t'es à Nice. Parce que j'ai vu ça sur tes réseaux sociaux. Je disais, voyons, il est tout le temps rendu à Nice. À Nice, 7 à 10 jours par mois. C'est les Aigles de Nice. Les Aigles de Nice, dans la Ligue Magnus. Et cette opportunité-là m'est arrivée par un ami à moi, Philippe Bastos, un gars de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui a eu beaucoup de succès en affaires aussi. Puis ça vient... Écoute, c'était mon désir d'être propriétaire d'une équipe professionnelle. Puis peut-être éventuellement, qui sait, d'autres opportunités du genre vont se produire. Puis cette opportunité-là, effectivement, est venue du côté de Nice. Puis en l'évaluant, en la regardant, puis en avançant dans ce sens-là, on s'est dit, ben... Est-ce que tu joues au hockey? Je joue pas au hockey du tout. Puis, non. Puis faut bien comprendre les choses. Toujours, moi, c'est le volet développement des affaires qui m'intéresse. Mais comme dans tout, les projets dans lesquels j'embarque, tu trouves les bonnes personnes, les experts que je ne suis pas, puis tu les mets dans la bonne chaise. Puis c'est eux. Après ça, tu essaies de trouver le moyen de leur donner les ressources dont ils ont besoin pour eux faire leur travail, mais c'est pas moi qui va coacher l'équipe ni patiner. J'aimerais bien ça, là, mais je pense pas que ça aiderait l'équipe. Mais c'est intéressant parce que ça va, tu sais, je disais, ça va retrouver cette passion que tu as pour les sports. Tu t'es vraiment donné... Tu sais, tu aurais pu être joueur de tennis, là, on le dit ici, dans ta biographie. Ça allait bien aurait pu parce que le tennis, tu avais des aptitudes aussi. Bon, évidemment, c'est un sport très coûteux. Effectivement. On n'avait pas les moyens. Exact. Mais tu remercies beaucoup tes parents, d'ailleurs, pour les sacrifices qu'ils ont fait pour ta carrière. Parce que... Mais tout se fait en équipe. Puis c'est drôle. Puis, en tout cas, en ce qui me concerne, on parle des projets d'affaires, que ce soit Atypique, les Aigles de Nice. Moi, j'ai un petit rôle dans ces équipes-là. Puis j'ai des partenaires, des collaborateurs, des gens, des employés qui eux, font des choses que moi, je suis pas capable de faire. Puis c'est la même chose au volet, au personnel. C'est-à-dire, tu sais, mais je serais pas ici sans l'aide de mes parents qui m'ont permis de croire que mon rêve complètement fou en tant que petit kid de 4 pieds 11, 88 livres, qui a grandi à Antique, Montréal-Nord, pouvait croire qu'elle allait jouer au foot aux États-Unis. Ils m'ont donné les moyens. Ils m'ont donné les moyens de réussir. On n'était pas riches, là, mais trouver les moyens de m'acheter les crampons que j'avais besoin, les gants, puis me permettre d'aller me perfectionner dans certains camps. Fait que c'est... Le sport a été pour toi une façon aussi de te réaliser, mais en même temps, Étienne, ça a été aussi là par quoi le trouble est arrivé. Ben, je pense qu'en fait, je suis un excessif, tu sais, puis j'ai eu besoin de cette personnalité-là passionnée puis excessive pour percer. Puis j'en ai encore besoin aujourd'hui, tu sais, c'est l'espèce de moteur derrière. C'est juste que ça fait en sorte que tu réalises, des fois dans mon cas un peu tard, que tu vas être excessif dans tout. Donc, tu sais, au niveau de l'alcool puis des drogues, je buvais très rarement quand j'étais jeune parce que je trouvais que j'avais pas le luxe de pouvoir me permettre ça. Dans ma tête, j'étais pas assez bon en partant pour il fallait que je travaille plus fort que tout le monde puis que je mette toutes les chances de mon côté. Fait que je buvais jamais. Puis quand je buvais, par exemple, là, je compensais pour les autres fois parce que là, c'est ma foi. Mais tu sais, prendre un verre de vin au souper, c'était pas possible parce que ça me déshydrate.
sais, fait que je m'aide pas. Fait que je suis aussi bien de pas boire pendant 1 mois, 2 mois. Puis après ça, j'irai fort cette soirée-là. Fait que c'est un comportement, évidemment, que tu réalises après, qui est un peu un comportement alcoolique. Puis, mais tu sais, là-dedans, tu racontes à Marc-André Chabot ta dernière, tu sais, la Coupe Grey, ta dernière, où là, la foule est en liesse, l'équipe, vous venez de gagner, c'est comme wow. Puis toi, tu es en retrait, puis t'as pas de plaisir. Mais j'allais pas bien. Ouais. Puis je pense, en fait, pas je pense, j'avais une profonde dépression, fatigue accumulée, fatigue mentale, puis je me l'admettais pas. Puis de toute façon, le cours d'une saison fait en sorte que t'es occupé. Fait que c'est peut-être ça aussi que certaines personnes vivent, c'est-à-dire que tu as un vide, tu files pas, mais tu te lèves, tu vas à la job, pareil, t'es un peu comme un robot, t'es en mode automatique. Puis ça, c'est dangereux, puis c'est sournois. Puis c'est après, justement, cette Coupe Grey-là, bon, premièrement, quand tu gagnes une Coupe Grey, quand tu gagnes un championnat, que ce soit ta ligue de garage ou au secondaire, tu vas célébrer. C'est ça. Puis là, moi, j'avais soif, j'avais mal partout. T'as mal à l'âme, fait que, tu sais, pilule antidouleur qui masque la douleur. Ouais. Après ça, tu sais, alcool, cocaïne, évidemment, parce que c'est drôle, parce que je le raconte des fois, cette histoire-là, mais je reviens à la maison, je suis seul, je viens de me divorcer, je me suis séparé, tu sais, la maison est vide, c'est déprimant, tu sais, puis je suis déjà à la base en dépression, puis je vais pas bien, puis tu sais, les contre-coups de commotion cérébrale. Fait que j'ai jamais envie de rien faire. Je veux pas parler à personne. Je suis fatigué, mais je dors pas. Tu sais, cette espèce de pattern-là, fait que je consomme de la coke pour me réveiller, pour me sentir normal. Tu sais, je consommais plus à cette époque-là pour être gelé puis avoir un buzz. Juste pour être social. C'était pour redevenir moi-même. Puis c'est là que ça devient très, très problématique. T'sais. Effectivement. Ouais. Et ça a été difficile pour toi, ce bout-là, de te sortir de la coke? En fait, tu sais, j'ai commencé à avoir des problèmes en 2011. Puis j'ai été en mesure d'arrêter de consommer en 2017. Fait que pendant 6 ans, on and off, à me sortir la tête de l'eau, à me dire, tabarnouche, je vais loin, c'est trash, mon affaire, le CEV. D'autres journées, tu te réveilles le lendemain, tu as bien dormi. Ah, je suis pas si pire que ça. Tu sais, à te mentir un peu ou à te vendre l'idée que t'es pas si pire. Fait que ça aussi, c'est drainant. Fait que ton problème est pas tant un problème. Ben oui, puis là, on finit par se comparer à, tu sais, j'ai encore une femme, j'ai encore des amis, je fais de l'argent. Je fonctionne. Ben oui, puis je suis pas un itinérant dans la rue. Ouais, c'est parce que le spectre est large, là. Il y a des étapes. C'est ça, il y a des étapes. J'étais rendu plus loin que je pensais dans ces étapes-là. Et qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? De ta sobriété, de dire là, vraiment, là, je peux plus, là, je vais y passer sinon. Il y a eu quelques éléments. Le fait que entre 2011 et 2017, j'ai fait 1 an, grosso modo, je peux pas dire sobriété, mais d'abstinence. Puis j'ai réalisé pendant cette période-là que je suis pas si t'attaques ça. Tu sais, tu reprends confiance en toi parce que quand tu consommes à outrance, tu essaies de la jouer cool puis de prétendre que c'est pas un problème puis t'es con un peu pour les gens autour de toi, t'es égoïste, mais intérieurement, souvent, tu te sens comme de la merde. Tu sais, puis ta confiance en soi, ton estime. Fait que j'avais rebâti mon estime pendant quelques temps, puis j'aimais qui j'étais. Et bref, je suis reparti après ça, c'est la galère. Puis en 2017, en janvier 2017, la dernière cuite, là, c'était à Tremblant, puis le lendemain matin, j'amenais ma petite Anna, puis j'ai une relation extraordinaire avec ma Anna qui est rendue à 10 ans, là, mais je l'avais fait fitter pour son premier cours de ski, les petites bottes, les skis. Puis le lendemain matin, j'étais supposé aller avec elle à son cours. Puis je l'ai échappé ce soir-là. Mais elle était dans la chambre avec elle, je suis sorti. Puis je suis pas rentré. T'sais. Puis là, après, c'est que tu fais, bon, je passe à côté de moments que j'ai hâte de vivre parce que je l'ai échappé. Ça n'a pas de bon sens. T'sais. Fait que je me nuis à moi. Fait que le jour où ça a cliqué pour vrai, c'est quand j'ai décidé de le faire pour moi. Pendant des années, j'essaie de le faire pour les autres, pour les rassurer, pour pas perdre les relations, pour pas perdre la face. C'est pas assez. Ça dure pas si tu le fais pas pour toi. T'sais. C'est vrai. Ouais. Puis Maïka, c'est fabuleux. Ouais. Ben oui, puis ça n'a pas, ça a pas été tout repos. Là. Ouais, non, j'imagine. Elle a vécu. Ça prend beaucoup d'amour. Oui, puis ça prend elle y a cru plus que moi par moment. Ouais. Fait que c'est parce que ça, c'est l'amour. Oui, puis c'est au départ, quand tu consommes, c'est à raison de quelques fois dans le mois qui sont terribles. Fait que j'imagine que dans le calcul de quelqu'un qui vit de l'espèce de codépendance comme ça ou qui côtoie ça, tu te dis, bon, ben,
Il est pas tout le temps. Ben là, 90% du temps, c'est l'Étienne normal qui est le fun, mais l'autre 10%, sauf que le 10% devient de plus en plus dramatique avec les années. T'sais. Fait que, ouais, elle a été patiente. Puis je lui dois beaucoup. On parlait d'équipe puis d'entourage tantôt. Ça se fait en gang, ça aussi. T'sais. Ça te prend, dans ton un livre, réseau. Tu le disais il y a 7 ans, si elle n'avait pas été là, tu ne serais pas en Ben vie non, je ne serais pas là. Ben non. Tu sais, c'est celle qui m'a gardé un morceau. C'est celle qui relie toute la famille, le lien avec les enfants. Elle m'a protégé dans des moments où, tu sais, ça y tentait pas trop, là. Elle m'avait de travers. Puis, fait que, tu sais, ouais, elle en a vécu. C'est une sainte, là. Pour ça, elle va mériter son ciel, là. Il y a un moment où aussi tu t'es dit... oui. Mais oui, absolument. Tu sais, j'ai fait une tentative de suicide. Ouais. Puis c'était très... c'était lourd, tu sais. Puis ce qui s'est... Tu sais, je veux sans rentrer dans tous les détails, mais... tu te vends l'idée à un moment donné que les gens vont être mieux sans toi, tu sais, puis que tu es un fardeau pour tout le monde, tu sais, puis c'est vraiment souffrant, cette période-là aussi, où tu fais, ben je vais juste... l'ancien Étienne, il n'existe plus, puis le nouveau, je peux pas le sentir. Ouais. Fait que, puis je le contrôle pas. Fait que je continue de faire de la peine. Je suis toujours en train, pendant 6 ans, à juste essayer de continuellement réparer. Tu sais, là, écoute, je vais faire une blague avec ça, mais tu sais, le nombre de fois que je suis rentré à la maison, puis là, des excuses à Maïka. Bon, des excuses à mes parents, des excuses aux amis, puis à la famille. Là, tu recommences la semaine d'après. Là, des excuses encore. Là, après ça, après un mois, les excuses, ça marche plus. Fait que là, tu rentres avec un bouquet de fleurs. Je suis rentré à la maison, Isabelle, avec un cabanon, une fois. C'est une vraie histoire. Je suis rentré avec un cabanon. Tu savais plus quoi faire. J'avais plus quoi faire. Fait que j'ai offert un cabanon. Ça s'invente pas. Ouais. Je savais plus. Écoute, qu'est-ce qu'elle a dit? Ben là, elle était comme, ben voyons, il est bien mêlé, ce gars-là. C'était n'importe quoi. Fait que, mais oui, je me suis rendu très loin dans ma détresse. Puis, Dieu merci, je suis encore ici aujourd'hui. Puis, tu sais, j'en parle en conférence de ce passage-là un petit peu plus en détail. Puis ce que je dis toujours aussi, c'est que j'ai pas tant de fun à en parler, mais c'est important. C'est important et ça fait une différence. C'est un message tellement inspirant, Étienne. Et tu sais, des fois, on se rend pas compte à quel point le fait d'entendre quelqu'un qui dit quelque chose... Il y a un de mes anciens patrons, à l'époque, quand j'étais jeune journaliste, m'avait dit, si tu changes la vie d'une personne, tu auras déjà fait beaucoup. Tu sais, toi, tu as changé la vie. Chaque fois que tu prends la parole comme ça change la vie de gens. Mais moi, oui? Non, mais les gens changent la mienne aussi. Puis une chose que je dois donner, c'est quand j'ai admis les problèmes que j'avais, parce qu'en 2017, quand je suis retourné en thérapie à la Maison Jean-Lapointe, j'ai fait un espèce de communiqué, tu sais, un post Facebook, puis mes agents m'avaient aidé à le rédiger, puis en sortant de thérapie un mois plus tard, tu sais, je regarde les commentaires, puis dans ta tête, tu te dis c'est un suicide professionnel, puis là, les gens vont rire de moi, puis je vais être un pas fiable, puis on m'appellera plus. On m'appellera plus pour rien, puis évidemment, outre quelques commentaires de tata, comme il y en a tout le temps, 99% des gens me soutenaient. Ouais. Et c'est la réalité pour les personnes pas connues aussi. Tu sais, si tu es capable d'admettre ces problèmes-là, tu vas avoir du soutien, tu vas avoir un appui, puis ça te met en confiance de dire, OK, bon, ben, je peux en parler, puis je peux me rebâtir, puis me concentrer là-dessus sans me faire blaster par tout le monde. Exactement. Écoute, il y a plein de gens qui nous écrivent. Il y a Michel qui dit, merci à Étienne d'ouvrir la conversation. Ça m'a pris 20 ans avant d'avouer ma dépendance. Merci, Michel. Puis bravo. Oui, vraiment. Puis c'est difficile d'avouer une dépendance. C'est difficile de le reconnaître. Tout ton témoignage tourne autour de ça. Je vais te proposer d'écouter le témoignage de Patrick. OK. Je lui ai parlé un petit peu plus tôt ce matin. Il est vraiment touchant, lui aussi. Vous m'avez dit, vous êtes un ex-cocaïnomane, Patrick. Quelle est votre histoire? Ben, j'ai commencé à consommer quand j'avais à peu près 18-19 ans. Je travaillais dans un bar à ce moment-là. Puis moi, je consommais pas, je voulais rien savoir de ça, parce que j'avais un de mes frères qui avait déjà consommé. Fait que ce qui est arrivé à un moment donné, on était dans un bar, il y avait un problème de machine à glace. Le gars, on était chercher la glace, il dit après ça, il dit pour se remercier, on va faire une ligne. Il dit, je touche pas ça. Puis là, je me suis dit, je vais essayer juste pour voir, tu sais, qu'est-ce que ça a l'air. Puis en fin de compte, ben, je l'ai fait une, puis après ça, c'est là que ça a commencé. Continuer. J'ai consommé pendant 32 ans. Ben, 32 ans, oui. Pendant 32 ans. Puis à un moment donné, j'écoutais ton émission quand tu étais au 98,5, pour pas le nommer. Puis c'était au mois de février, c'était exactement le 11 février, il y a 6 ans et 7 mois,
m'en rappelle plus l'année exactement en ce moment-là, mais ça fait ce temps-là. Donc, je t'écoutais, puis tu parlais pour la cigarette, arrêter la cigarette. Moi, je me dis, je pourrais peut-être essayer au moins une semaine, tu sais, voir si je suis capable. Puis tu vois, maintenant, ça fait 6 ans et 7 mois que j'ai arrêté ça. Hey, bravo, Patrick. Je suis contente si ça a pu faire un petit déclic pour vous. Ça a été difficile d'arrêter la coke? Oui, parce que j'avais déjà fait 2 thérapies, puis les 2 thérapies, ça n'a pas marché. Surtout la dernière était très, très tough. Puis là, tu sais, comme on dit, là, sa partie, c'est... Comment dire, donc, ça vient il faut que tu sois prêt dans la tête pour le faire. Ouais. Parce que tu as beau faire des thérapies, si t'es pas prête, ça marche pas. Tu vois, moi, je l'ai fait du jour au lendemain, j'ai arrêté. Puis j'ai eu du support à mon travail, tout ça, le monde, puis mes amis, ma famille, tout ça, ils m'encourageaient. Tu sais, à chaque fois, je dis, OK, j'attends de temps, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Ouais. C'est difficile d'avouer une dépendance. Hein. Je suis avec Étienne Boulay, qui en parle, qui a réussi, lui aussi, à surmonter ses démons. C'est difficile de passer à travers ça malgré tout. Ça prend beaucoup de courage, beaucoup de résilience aussi. Oui. Surtout, comme il y a l'histoire des 3 qu'on appelle. C'est comme les 3 jours, les 3 semaines, les 3 mois, les 3 ans. Ça, quand tu arrives à ce moment-là, c'est comme... On dirait que c'est comme t'as envie de recommencer, mais il faut que tu sois vraiment mindé pour dire non, je veux pas ça, je veux continuer à arrêter, puis surtout, je vois comment je suis rendu aujourd'hui. Avant, j'habitais dans un petit 1,5, tout cadeau. Maintenant, j'ai un 3,5. J'ai toutes les meubles que j'ai ici, c'est tout à moi. C'est moi qui les ai achetés depuis que j'ai arrêté de consommer, tout ça. J'ai même de l'argent en banque maintenant qu'avant, j'avais jamais. Tu sais, je vivais d'une paye à l'autre. Et tu vois, Étienne... Mais c'est fascinant. Oui, Patrick nous dit justement qu'il aurait pu y passer. Oui. J'ai demandé combien ça vous a coûté. Il dit, je peux même pas te le dire tellement j'ai flobé du cash. Ah, mais ça n'a pas de bon sens. Est-ce que tu sais, toi, combien tu as mis là-dedans? Combien je me souviens, ma première thérapie en 2011. Okay? Puis, tu sais, j'avais fait des belles années avec les Alouettes, mais ils te font calculer, tu sais, puis c'est ballpark, OK? Ouais. Mais tu sais, bon, combien tu dépensais par semaine ou par mois, peu importe, en drogue. Mais là, il y a toutes je m'excuse l'anglicisme, mais le trickle-down effect, tu sais, de tout ce qui vient avec. Fait que bon, sortir dans les restaurants, payer la traite à d'autres, le lendemain, les cuites, les sites. Fait que là, en 2011, j'étais déjà dans les 6 chiffres, tu sais, de ce que j'aurais pu flamber à cause de la consommation. Fait que je peux pas imaginer... 6 chiffres, c'est genre... 100 000, 200 000, peut-être 300 000. 250 000 en party. Écoute, je me suis booké des voyages. Je les tête. Puis j'oublie le lendemain. Je me réveille, puis je suis comme, tabarnouche, OK, je pars après-demain à Vancouver. Tu sais, voyons. Ça n'a pas de maudit bon sens. Ouais. Puis tu finis par en rire. Tu le dis en joke à tes amis, puis c'est drôle au début, jusqu'à ce que les autres te voient aller, puis fassent comme, mais tiens, là, t'as passé l'étape où c'est plus drôle. Tu sais. Fait que, évidemment, il a raison quand tu dis plus d'argent dans les poches. Ouais. Mais c'est vrai. Ouais. Je me souviens je gagnais bien ma vie là, en 2011-2017 aussi, puis j'avais jamais une scène. Ouais. Puis des fois, Maïka me demandait, mais voyons que... Tu fais quoi avec ton argent? Puis là, genre, tu te mets à mentir, tu te mets à inventer. Je paye telle affaire. C'est pas normal. Ouais. C'est pas une belle vie. Il y a quelqu'un qui pose une question. Évidemment, il y a plein de gens qui disent bravo Étienne, lâche pas, continue de faire des conférences parce que ça contribue à aider plusieurs personnes à s'en sortir. Non, mais tu sais, ça fait vraiment œuvre utile ce que tu dis, Étienne. Il y a Linda qui dit comment faire comprendre à un proche qu'il consomme trop s'il veut rien entendre. Et ça, c'est une très, très bonne question. Premièrement, je suis pas thérapeute, je suis pas un expert, mais j'ai ma feuille de route, mais c'est la question et la situation, à mon avis, qui est la plus difficile. C'est-à-dire que tu pourras jamais marcher le chemin pour l'autre personne. Ce que tu peux faire, c'est arriver avec des faits, lui expliquer tes craintes, tes inquiétudes, à la limite, une intervention en gang, mais si la personne n'est pas prête à l'entendre, c'est toi qui vas te rendre malade à essayer de le faire. Donc, parce qu'il y en a qui disent, justement, des thérapeutes qui disent, vous savez, il faut qu'il frappe le fond du baril. T'es d'accord avec ça? Il faut frapper le fond pour que l'autre se rende compte? Faut que tu laisses aller l'autre dans sa descente? Ben, tu sais, faut pas l'encourager dans sa descente. Non, mais tu le laisses aller. Mais tu le laisses aller, puis là, tu dis, au moins, quand il va frapper le fond, je vais être là. Je pense qu'il faut y aller à la hauteur de ce qui fonctionne. C'est-à-dire que, tu sais, j'avais des amis qui venaient me chercher tout magané dans le fond d'un... Écoute,
j'étais dans ma voiture jusqu'aux petites heures du matin, puis là, tout mêlé, puis tu sais, je me souviens, mon bon chum Alex Doré qui est venu me chercher là, c'est-à-dire que il m'a pas laissé dans ma merde. Ouais. Puis il t'a pas jugé non plus. Ben, un peu? Ben, tu sais, pas jugé, pas du tout, mais il a essayé de me shaker, il a essayé de me réveiller. C'est ça. Puis c'est drôle parce que c'est Alex qui est mon meilleur chum. Ça a été, tu sais, mon ami d'enfance. C'est devenu mon partenaire d'entraînement. Ouais. C'est devenu mon entraîneur, puis c'est le parrain de ma fille aujourd'hui. Puis Alex, c'est ça, il venait me ramasser, puis tu sais, dès qu'il se passait de quoi, Michael l'appelait, puis shit, on cherchait Étienne, tu sais, puis... on te cherchait. Ah oui. Moi, j'étais missing in action. J'étais parti. Je voulais pas faire face à la musique. C'était très souffrant. Puis Alex, à un moment donné, il essayait de... Tu sais, bon, je vais te refaire un programme d'entraînement. Voici des livres que je te suggère. Je vais te refaire une discipline. Mais j'étais pas là. Tu sais, fait que... Puis Alex a décidé d'organiser une rencontre un peu, entre guillemets, au hasard avec Jean-Marie Lapointe. Mais Jean-Marie, il est fabuleux. Qui est la personne la plus gentille au monde. Il est formidable. Puis Jean-Marie, je me souviens, m'avait jasé, puis je l'avais un peu reviré de bord. Étienne, j'entends dire que ça brasse un peu. Puis j'avais comme dit, genre, écoute, Jean-Marie, on se connaît pas, puis mêle-toi donc de tes je vais super bien. Puis sa réponse, puis ça va peut-être répondre un peu à la question de Linda. Il m'a dit... Il est resté très calme, puis il m'a dit, écoute, je suis pas venu ici pour te convaincre. Il a dit, ça, c'est mon numéro de téléphone. Le jour où tu es prêt, tu m'appelles, puis je vais répondre. Puis il a sacré son camp. Fait que, tu sais, ça veut dire, c'est aider avec un détachement. C'est ça, ouais. Et les thérapeutes, les psychologues sont capables de le faire dans la situation de Linda, puis de plein d'autres personnes probablement qui nous écoutent. Ce qui est difficile, c'est qu'on aime la personne, puis on voit le potentiel, puis on veut donc pour lui ou pour elle. Puis ça fait mal. Puis ça fait mal. Ouais. C'est un deuil à faire. Mais ça se fait, ça revient, mais le déclic doit venir de la personne. Oui, et il y a justement quelqu'un qui écrit « J'en suis seulement qu'à 18 mois ». C'est Sandrine qui nous écrit mais ça. Seulement, 18 mois, c'est... Je n'en suis qu'à 18 mois. Non, mais hey, 18 mois, c'est beaucoup, Sandrine. Ça fait beaucoup de 24 heures, puis... Elle dit « Je me reconnais tellement dans ton témoignage. Merci, Étienne ». Et elle dit, c'est grâce à Atypique que j'ai arrivé. Tu vois? Ben, c'est gentil, puis bravo pour ton 18 mois. Puis le plus difficile, c'est le début. En tout cas, en ce qui me concerne, de reprendre ton rythme, de désamorcer certains patterns décisionnels, parce que la dépendance, ça demeure un problème, à mon avis, de comportement. C'est-à-dire d'impulsivité décisionnelle. Puis c'est là que ça devient sournois. C'est-à-dire que tu peux avoir 10 000 petites victoires. De fois où tu as eu une tentation puis que tu n'es pas allé. De fois où quelqu'un ne le savait pas puis tu as offert un sachet avec de la coke dedans. De fois, tu sais, pour ceux qui font du jeu, tu sais, tu vas au dépanneur, un gratteux avec ça. Non, merci. Ce non, merci-là pour toi a été difficile. Fait que tu peux avoir 10 000 petites victoires comme ça. Il te suffit d'un moment de faiblesse qui peut durer 5 secondes. Puis c'est reparti. Tu sais, fait que, mais ce que tu dis aussi, c'est que les autres, ils doivent être conscients que ils peuvent encourager l'autre à reprendre sa dépendance ou en tout cas et c'est ça, des fois, l'entourage. Mais je parle d'Alexandre Doré, je vais lui redonner d'autres crédits, mais on sortait des fois, je demeure quelqu'un de sociable, puis j'étais malheureux les premiers 6 mois chez moi à ne pas sortir, à me protéger, puis à un moment donné, il faut que tu te mouilles un peu. Moi, j'avais besoin de ça. Et on sortait dans les restos, puis je me commandais, peu importe, à ce moment-là, Atypique n'existait pas, mais un Virgin Caesar, par exemple. Puis c'était le premier à prendre une gorgée dans mon verre, là. Il me fait, il te faisait pas confiance? Non, il voulait me checker. Puis c'est de l'amour, en fait. C'est du gros love. Fait que se trouver un réseau de gens comme ça, là, ça fait une grande différence. Tellement. J'ai Joanne qui écrit est-ce qu'Étienne va faire des conférences dans les écoles secondaires pour faire de la prévention et même dans les écoles élémentaires? Parce que ça découte. Non, mais elle a raison, ça commence tellement jeune maintenant, les problèmes de consommation. J'en fais. Quand on m'invite, j'en fais. Élémentaire, j'en ai déjà fait. Je dois admettre que je trouve que mon discours est des fois un petit peu tu veux dire, un petit peu pour fait qu'il faudrait que je trouve une façon de l'amener. Les jeunes d'aujourd'hui sont capables d'en prendre. Tu sais, quand ils ont 8 ans, going 15, comme on dit. C'est vrai. Il y a une auditrice aussi qui dit qu'elle dit je vis une séparation justement en lien avec la cocaïne. Mon conjoint textait des filles dans mon dos. Il parlait à des amis de mettre des choses dans mon verre pour que je sois plus willing. En tout cas, c'est difficile ce qu'elle écrit. Elle dit je déteste cette drogue. Et elle dit c'est de plus en plus populaire dans cette vie. Mais elle dit je l'ai découvert, elle a fouillé dans son cellulaire. Puis c'est comme ça qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait un problème de coke. Mais ça décime des Mais c'est vrai familles. qu'en ce moment, on en parle peu de la cocaïne. Je trouvais ça important aussi de... Tu vois, le témoignage de Patrick, lui, il a réussi après 32 ans. Je lui disais, il a passé plus de la moitié de sa vie coqué. T'imagines? C'est là où
C'est difficile. Moi, j'ai eu une période de 6 ans où je consommais beaucoup. Fait qu'en 2017, quand j'ai dû arrêter, j'avais 6 ans d'accumuler de patterns décisionnels. Puis t'as du fun quand même, ça, coke. C'est pas tout le temps plate. C'est ça le problème. C'est comme ça que ça t'accroche. À la fin, c'était plus drôle, puis j'avais plus de fun. Puis le fun diminue de plus en plus. Tu sais, la période de plaisir devient de moins en moins longue. Pour un gars comme Patrick qui a fait ça pendant une trentaine d'années, c'est 30 ans de pattern à désamorcer. Fait que je trouve ça encore plus impressionnant. Et toi, ça va faire 8 ans? Oui, ça va faire 8 ans en janvier. 8 ans. Oui. Wow. La vie est bonne. La vie est bonne. Puis, tu dois être fier. Oui. Oui, puis je suis fier du monde qui ont stické avec moi aussi. Puis, je suis fier aussi. Sais-tu quoi? J'en ai parlé ouvertement au début, même si j'avais peur, pour me protéger moi-même. Parce que je me suis dit, bon, je peux voir, puis c'est comme dans n'importe quelle situation, soit dit en passant, je peux voir le volet négatif comme je peux voir le volet positif. Je suis une personnalité connue au Québec. Fait que là, je suis capable d'utiliser ça à mon avantage. C'est-à-dire que je vais l'annoncer loud and proud, entre guillemets. J'ai des problèmes de consommation. Ça fait que si j'ai une mauvaise idée, là, puis qu'en repartant tantôt, là, j'arrête au bar du coin. Hey, je vous l'avais dit! Il y a peut-être quelqu'un qui va me mettre la main sur l'épaule et dire, Étienne, t'es-tu correct? Puis je veux remercier le monde parce que ça va m'arriver très souvent. Je vais souper au restaurant, puis on offre du vin à mes amis, puis on me dit, voici la carte de mocktail qu'on a. Ah oui! Fait que et ça, c'est mais super. Ça, c'est d'une belle délicatesse. Puis même que je me dis que les gens pourraient commencer à l'offrir sans même savoir à qui vous parlez. Exactement. Des fois... on sait jamais. Mais complètement. On n'est pas obligé de boire tout le temps, mais c'est vrai que le verre à la main, peu importe ce qu'il y a dedans, idéalement, mais c'est vrai... Tu sais, les mocktails, c'est tout à fait bien d'être capable de dire non, je bois pas d'alcool dans ce party-là, mais ça vous empêche pas d'en prendre, puis on a du fun pareil. Moi, ça me permet de filer festif. Ben oui, exact. J'ai l'impression de faire partie de la gang au lieu d'avoir juste un verre d'eau. Ton verre d'eau devient plate vite. Fait que c'est pour ça. Puis forcément, tu bois de l'eau, c'est comme tu bois de l'eau. Donc, ça amène des questions. Alors que tu veux pas forcément le dire tout le temps. Et tu veux pas tout le temps qu'on te le rappelle non plus. C'est vrai. Tu vas avoir du plaisir. Hey, bravo pour tes 8 ans. Merci. Puis tu disais, j'ai bien aimé, tu vois, je l'ai mis en jaune à la fin de son livre. Il dit, ah oui, j'oubliais une dernière petite pensée pour tous ceux qui n'ont jamais cru en moi. 2 points. Salut! Il y en a eu quelques-uns. C'est une belle revanche. Il y en a eu qui... écoute, il y a des cons partout. Puis, oui. C'était mon petit clin d'œil parce que j'ai un petit côté baveux. J'ai toujours l'air bien fin, bien gentil. Ceux qui me connaissent bien savent que je suis pas toujours reposant. Mais, fait que j'avais besoin de finir sur ce petit clin d'œil-là parce que ça a été... Puis ces gens-là, je dois les remercier aussi parce qu'ils ont été un moteur. Parce qu'encore une fois, des gens qui t'insultent, des gens qui te discréditent, tu peux broyer du noir là-dessus puis commencer par à les croire, ou tu peux leur dire, tu peux utiliser ça comme charbon, comme moteur pour te dire, je vais leur prouver. Fait que, mais je souhaite quand même qu'il y ait plus mon de gens bienveillants. En 2018, en 2024, je me dis... Oui, tu dirais quoi aujourd'hui? Je dirais merci à ceux qui ont cru. Je vais y aller de l'autre bord. Voilà. Oh mon Dieu, c'est une belle façon de... Hey, Étienne Boulay, merci beaucoup. C'est toujours le fun, puis bravo. Merci. T'as inspiré Patrick écoute, tantôt. Je l'ai croisé au Costco l'autre jour. C'est vrai? Oui, puis il est venu me dire ça, puis je me suis dit, mon Dieu... Des petits gestes, des fois, puis on le sait pas. Mais puis bravo d'en parler. Merci oui, Patrick, c'est magnifique qu'il ait pu en parler. Merci à tous les gens qui nous écrivent et surtout merci à toi pour cette bienveillance. Et puis, écoute, ça m'a fait du bien, c'est une belle thérapie. On dit go, les aigles de Nice, go, go les aigles, go. Issa Nissa. Issa Nissa, c'est ça? Okay. Puis je vous dirai pas les chants on a des super fans, là, l'équivalent des ultras là, qui... très engagé dans l'équipe, mais c'est un peu grossier ce qu'ils disent. Fait qu'Issa Nissa, ça passe. Parfait. Merci beaucoup, Étienne.